Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Alors, dans le dernier épisode, on avait discuté de SEA et dans ce 46e numéro, on va aborder un thème dont on n'avait pas encore parlé. Et pour l'arrivée du printemps, on va parler de collecte, mais de collecte de données et plus précisément de la meilleure manière de pérenniser sa collecte via la technologie server-side. À mes côtés aujourd'hui, celui qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, David Escholzer, fondateur et dirigeant de l'agence WAM. Salut David. Bonjour, bonjour. Et un petit nouveau, petit nouveau, première participation au WAMcast, Martin Champetier, manager du pôle WAM Data. Salut Martin. Bonjour à tous, ravi d'être là. Ça va premier WAMcast, pas trop stressé? Non, ça va, on va découvrir. On va te mettre à l'aise. Oui, tout se passera bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler technique server-side, je vous propose d'abord de planter le décor et de comprendre pourquoi on en parle autant en ce moment. Martin, est-ce que tu nous ferais pas un petit topo justement ? Ouais, très bien. Partons sur le topo avec grand plaisir. La collecte de données, elle a pris un virage il y a 5 ans avec l'introduction du RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données. Le but était simple, protéger la vie privée des internautes européens en cadrant la collecte de leurs données de navigation. En clair, c'était le Far West, on déposait des pixels à tire-larigot sur nos sites et on ne savait pas ce qu'ils collectaient. Il y a eu des scandales, vous vous rappelez de Cambridge Analytica sur la collecte de données et confidentialité, et il était grand temps de mettre tout ça au propre. Et par la même occasion, lutter contre les grandes sociétés américaines, qui, comme tu le sais, sont sujettes aux lois de leur pays et peuvent, voire même doivent fournir l'ensemble des données à leur disposition à l'exécutif. Et donc finalement, c'est plutôt une bonne chose. Oui, tout à fait, mais lourde de conséquences pour les annonceurs. En 2018, on leur demande d'informer les utilisateurs des technologies présentes sur le site. En 2020, on demande d'introduire la notion de consentement pour la collecte. Donc il faut désormais avoir le consentement de l'utilisateur avant de pouvoir collecter. En 2022, l'outil Google Analytics, donc l'outil gratuit qui représente plus de 80% d'équipements chez les annonceurs, est attaqué par la CNIL et les différentes CNIL européennes. Ils considèrent tous que l'outil est non conforme au RGPD. Ça crée un stress chez les annonceurs qui se demandent s'ils doivent se débarrasser de leur outil et payer des nouvelles licences qui sont plus chères chez Piano Analytics ou Matomo. Et pour couronner le tout, en 2023, Google Analytics, pour répondre aux besoins du fameux RGPD, mais également pour faire évoluer sa plateforme, entame une migration obligatoire vers GA4. Okay, donc en résumé, plus de budget investi dans la collecte avec les bandeaux cookies et autres migrations, mais pour moins de data. Exactement. Et c'est pas tout. Avec les discours de la protection de la vie privée en ligne, les internautes se sont naturellement tournés vers des adblockers pour éviter d'être systématiquement exposés aux publicités ciblées. Cela a également contribué à une perte de données pour les annonceurs. Certains adblockers empêchent l'envoi de données vers une plateforme Analytics, par exemple. On en parlait sur Google Analytics. Et pour finir sur le contexte, les navigateurs eux-mêmes ne souhaitent plus être affiliés à cette notion de tracking. Et c'est là où tu vas me parler de cookies. C'est ça, exactement. Je suis pour l'instant. Pour tous les navigateurs concurrents à Chrome, la suppression des cookies tiers est déjà actée. Tu as Safari en 2020 qui les enlève tous, Mozilla en 2021, et tu as peut-être entendu parler de Brave qui a été fondé et réfléchi dans ce sens-là. Donc attention à bien faire la différence entre cookies propriétaires, qu'on appelle first party cookies, et cookies tiers, third party cookies. Les premiers sont déposés par l'annonceur du site lui-même, alors que les seconds, ceux qui posent problème, sont déposés par des tiers externes sur le site de l'annonceur. L'exemple le plus connu, c'est le pixel Facebook. Là, tu faisais le listing de certains navigateurs, mais du coup, pourquoi Chrome ne s'y met pas, lui ? Eh bien, figure-toi que c'est pour la fin de l'année. Google était désireux de respecter la vie privée des utilisateurs, tout en maintenant la publicité en ligne qui permet la gratuité d'une partie de l'information. Donc, avec 63% d'équipement mondial, la sortie des cookies tiers a dû être réfléchie et préparée. Ça a été à travers un projet qui s'appelait le Privacy Sandbox, donc tu peux tout retrouver sur leur site, qui a permis en fait une collaboration entre les équipes de Google, les développeurs et les plus grosses régies pub pour vérifier que tout le monde s'y retrouvait avant de couper le tuyau. C'est d'ailleurs l'annonce de Google et la suppression des cookies tiers sur T4 2024, donc c'est vraiment cette année une actualité chaude, qui fait qu'on parle tant de notre sujet aujourd'hui, le server-side. On y vient. Permettez-moi de jouer les poils à gratter quand même, parce que quand tu dis, Martin, Google était désireux de respecter la vie privée des utilisateurs, bon, je pense que je ne suis pas le seul à sourire autour de la table et parmi nos auditeurs.
je crois que c'était surtout la position que Google, la position de Google en réalité était plus tenable avec sa domination sur le marché publicitaire. Le cookie était légèrement sa poule aux œufs d'or. Donc plus de cookies, plus de ciblage. Donc Martin, entre nous, Google a été quand même vraiment contraint de s'y mettre, notamment sous la forte pression d'Apple. Ouais, c'était inévitable. Comme tu l'as compris dans le contexte, l'ensemble des autres navigateurs avaient déjà évolué sur le sujet. Sensibles à la protection des données, ils en avaient même fait un argument commercial pour que les gens viennent sur leur navigateur plutôt que Chrome. À travers leur discours, on pouvait comprendre que globalement, Google était ciblé. Et notamment le lien entre Chrome et Google Ads, qui est évidemment la plus grosse régie publicitaire sur laquelle il y a des budgets colossaux. Donc oui, c'est à la fois la pression des autres navigateurs, mais c'est également l'évolution des mœurs. En étant leader, il a également fallu trouver une solution pérenne pour l'écosystème de la pub. C'est pas à toi que je vais apprendre que la plupart du contenu web est accessible gratuitement grâce à la pub. Donc tout casser d'un coup et dire c'est fini la pub n'aurait pas été une solution viable sur le long terme. Absolument. Et pour en revenir du coup au server-side, comment est-ce qu'on en est arrivé là concrètement ? Si on résume, la fameuse part Far West, tu avais 100% des données de tes utilisateurs qui transitaient sur ton site. Si tous tes réglages de bannières cookies sont optimisés, quand tu demandes le consentement de tes utilisateurs, tu perds déjà de facto 25% de ton trafic. Donc tu te bases déjà plus que sur 75%. Auquel tu retranches 25% liés aux adblockers et 30% supplémentaires sur les navigations sur les autres navigateurs. Donc si Google Chrome, et comme c'est prévu en fin 2024, supprime ses cookies tiers, tu te retrouves quasiment à 10%. Ouais. C'est ça. On est d'accord que ça fait plus beaucoup de données à la fin. Il fallait donc trouver une solution qui allie collecte de données et respect de la vie privée de tes utilisateurs. Mais c'est vrai qu'en quelques années, c'est bien d'ailleurs que tu aies refait la chronologie parce que on se rend compte qu'on a de moins en moins de données, ça se réduit vraiment à peau de chagrin. Et en tant que CMO, on nous parle de plus en plus d'IA, de stratégie data-driven. Or, on sait que pour nourrir l'IA et puis ta stratégie tout court, il faut de la donnée fiable et en quantité. Est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe C'est clairement un paradoxe. Mais en fait, là, tu es entre la rencontre d'un cadre légal et une avancée technologique. À titre personnel, je suis quand même rassuré par l'idée de pouvoir maîtriser ce qu'on collecte sur moi au vu du contexte d'évolution fort que l'IA a en ce moment. Si tu remets le cadre de l'IA dans le fameux contexte Far West que j'ai décrit tout à l'heure, on aurait sans doute eu des dérives encore plus importantes que Cambridge Analytica par exemple. Donc l'enjeu là des annonceurs, c'est vraiment d'optimiser le consentement pour maximiser la collecte tout en considérant encore une fois le droit à la vie privée des internautes européens et de nourrir au mieux l'IA après consentement. Okay. Et en quoi du coup la technologie server-side, elle peut répondre à ces pertes ? Alors, déjà, c'est important de préciser que le server-side permet de résoudre pas mal de soucis liés à la collecte, mais attention, il ne sert pas à contourner le RGPD. Le consentement de vos utilisateurs est et restera toujours un prérequis à la collecte, qu'on parle de serveur ou non. Pour bien comprendre le server-side, il faut d'abord regarder la manière dont on collecte actuellement. La grande majorité des annonceurs avec lesquels nous travaillons organisent leur collecte via ce qu'on appelle un Tag Management System, TMS. Le plus connu d'entre eux s'appelle Google Tag Manager. Et ça fonctionne concrètement alors, Google Tag Manager ? Pour vulgariser pour nos auditeurs, GTM, donc Google Tag Manager, permet d'insérer un morceau de code sur le site, appelé conteneur, et générer l'envoi de données vers d'autres technologies directement depuis cette plateforme, via ce qu'on appelle des tags, des balises en français. Plusieurs avantages, moins d'aller-retour avec l'IT. Avant, tu devais du coup insérer à chaque fois un script et demander à ton développeur de le faire. Moins de temps de chargement sur les pages. Centralisation de l'ensemble des technologies utilisées dans un même outil. C'est quand même beaucoup plus agréable pour consulter à qui t'envoie de la donnée quand tout est centralisé dans une plateforme. C'est sûr. Et la récolte du consentement dont on parlait tout à l'heure, sa gestion et les envois directement aux plateformes. Donc généralement, nos clients utilisent Google Tag Manager pour déclencher la Cookie Management Platform, c'est du coup ce qu'on appelle le bandeau cookie et qu'on résume en disant CMP. Collecter des données pour leur plateforme Analytics, majoritairement Google Analytics 4, Piano Analytics, Matomo pour les autres.
collecter des données pour les outils d'acquisition, Google Ads, Facebook, Pinterest, tu vois, tu as besoin d'informations, pour leur plateforme d'affiliation, Criteo, Quanco, ou encore toutes les autres technologies comme un chat, de l'A/B test, etc., etc. Donc tu l'auras compris, c'est devenu central dans la vie d'un site web. Ce que je viens de te décrire, on appelle ça la gestion client-side. D'accord. Donc ça a l'air déjà suffisamment complet, mais pourquoi ça ne fonctionne plus ? Alors, dans ce cas de figure, tu es plus souverain de la manière dont tu collectes la donnée. Je m'explique. Les technologies que tu mets sur ton site déposent des cookies tiers et c'est eux qui choisissent qui collecte. On a pris l'exemple tout à l'heure du pixel Facebook. Ouais. Lorsque ton tag se déclenche depuis GTM, ça dépose un cookie sur le navigateur de ton internaute et cette donnée sera directement accessible par Facebook. Ça pose déjà un premier problème de maîtrise des envois de données. En fait, tu es à l'aveugle, tu mets un pixel, tu ne sais pas ce qui est collecté. Deuxième problème, comme évoqué précédemment, les navigateurs et les adblockers ne veulent plus de ces échanges de données entre sites. On a déjà expliqué leur volonté de sortir de cette responsabilité de tracking. Dans l'installation GTM Client-Side que je t'ai décrit, si demain Safari ou un adblocker décide qu'il n'est plus possible d'envoyer des données à Facebook, alors tu n'envoies plus de données à Facebook. Tu es donc dépendant d'autres technologies pour tes données et tu ne fais pas la loi chez toi. Et du coup, comment est-ce que je reprends le contrôle de tout ça ? Eh bien, bizarrement, en ajoutant une étape. C'est-à-dire. On y vient, ça y est. Au lieu d'envoyer la donnée directement à vos technologies depuis le navigateur de l'internaute, tu envoies la donnée à l'extérieur vers la plateforme server-side. Okay. Ensuite, depuis cette plateforme, tu renvoies la donnée vers ces technologies via API. Et quels sont les avantages ? Les avantages, je peux t'en citer 3. Tu regagnes toutes les données bloquées par les adblockers et les navigateurs. Tu es donc indépendant et plus du tout sujet aux décisions extérieures. Tu contrôles et vois ce que tu envoies, deuxième avantage. Et il n'y a plus qu'un envoi vers l'extérieur de ton navigateur, donc tu améliores la vitesse de chargement de ton site. Okay. Donc tu retrouves 100% de tes données. Eh bien non. Okay. On rappelle encore une fois. Kevin, il faut que tu suives. Oui, j'essaye, je m'accroche. C'est technique. Hein, c'est technique. Non, je rappelle juste, je ne pourrais pas le répéter suffisamment. On rappelle que la technologie server-side n'est toujours pas un contournement au RGPD. Donc vous devez je mémorise. Voilà. Et en cas de refus, il n'y a pas de collecte de données, donc pas forcément 100%. Quoi. Et aujourd'hui, cette collecte, dans un monde où le consentement est un verrou, sait-on quelle est la part d'utilisateurs qui acceptent d'être traqués ou non ? Tu vois, personnellement, ça me gêne tellement que je dis oui à tout. En plus, le bouton est à gauche. C'est pas bien, mais je t'avouerai que comme je mange pas mal d'infos, je fais comme ça. Je dois pas être le seul. T'acceptes tout. Je dois pas être le seul. Écoute, tu nous rends service, mais malheureusement, tout le monde pense pas comme toi. La CNIL a publié certains chiffres, donc ça date de mémoire, de mai 2023. Le taux d'acceptation moyen est de 59%. Je m'attendais vraiment à beaucoup moins, tu vois. Écoute, si tu as déjà que 59% d'acceptation sur ton site, tu te prives quand même de, grosso modo, 40% de ton trafic. Donc, prendre des décisions sur 60% de tes utilisateurs, ça devient quand même compliqué. Oui, bien d'accord. Et puis, il y a l'évolution dans le temps. En fait, vous l'avez vu dans vos navigations privées, en fait, on est matraqué par systématiquement ces bandeaux dès qu'on arrive pour la première fois sur un site. C'est bien, on nous demande le consentement, mais quand tu visites 10 sites d'affilée, tu dois faire ces clics supplémentaires. Et la CNIL, elle fait remonter les statistiques suivantes. 39% des Français refusent l'ensemble des cookies, donc en 2023, contre 22% en 2019. C'est une bonne augmentation quand même. Donc on est quand même sur une augmentation. Alors la CNIL n'y voit pas un effet de fatigue du consentement, ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire d'avoir des bandeaux à chaque fois qu'on navigue. Elle parle de l'existence d'un consommateur citoyen informé et actif. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est plus, du point de vue de la CNIL, c'est plus par conviction que par épuisement. Donc David, tu n'es pas un consommateur citoyen informé et actif. Je suis impressé. Et donc je suis désolé de te le dire. Mais ceci dit, je me permets de rebondir. On est bien d'accord que il pourrait y avoir des techniques qui feraient en sorte que on a tendance à manipuler pour faire accepter un petit peu plus le OK. Ça existe. La CNIL, elle regarde ça. Si on fait juste l'aparté.
On est forcément au début de ce virage. Encore une fois, on n'a que 3 ans, par rapport à ces bandeaux cookies. Il y avait des normes beaucoup plus strictes au démarrage. C'est-à-dire que les 3, le tout accepté, le tout paramétré et le tout refusé, devaient être visibles sur le premier écran et n'avoir aucune mise en évidence d'un tout accepté. Si je vulgarise, globalement, ton bouton tout accepté, il ne devait pas être en bleu alors que les autres étaient en blanc. On voit que, comme il y a une problématique de collecte avec tout l'IA qu'il y a derrière, il y a des enjeux quand même financiers importants. On voit qu'on est sujet à plus de liberté. Avant, tu étais obligé d'avoir un bandeau en bas assez neutre qui ne devait pas bloquer la navigation de l'utilisateur. On voit de plus en plus des pop-up centrales avec ce qu'on appelle une ombre projetée qui te dit merci de renseigner tes cookies avant de continuer à naviguer. Et on voit aussi un continuer sans accepter qui a tendance à plus se cacher que ce qu'on faisait avant. Donc globalement, sur cette petite parenthèse, je crois que la CNIL, mais ça, il faudrait que je revérifie l'information, est en train de justement travailler le sujet pour renormer en fait les fameux CMP, donc les bandeaux cookies, et on devra tous se mettre au diapason. Ouais, donc là aussi, on ne fait pas n'importe quoi, Exactement. C'est surveillé, quoi. Ouais. Martin, tu nous parlais du server-side au service des données perdues et bloquées, mais dans la légalité du RGPD. Je commence à suivre. Plus sérieusement, c'est quoi les étapes d'un tel projet alors ? On va rester dans le cadre de l'utilisation de Google Tag Manager. Pourquoi je prends Google Tag Manager ? Parce que dans le monde, c'est 90% d'équipement. Donc tu vois que l'outil, encore une fois, gratuit de Google, on a beau taper sur Google, on est bien content de trouver leur technologie gratuitement. Oui. Dans GTM, c'est assez simple. Il suffit de récupérer un conteneur, un espace dans lequel tu vas pouvoir configurer tes balises, qui est un conteneur un peu spécifique puisque c'est un conteneur server-side. Simple et gratuit, encore une fois, fourni par Google. Ce nouvel environnement, en fait, te permettra de renvoyer la donnée via des API et toutes ces données pourront aller se loger dans les technologies que tu utilises sur ton site. Okay. Donc la partie la plus compliquée, c'est de monter le serveur. C'est technique et on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, pour nos internautes, il y a 3 possibilités. Qui sont ? Donc voilà, je te lance. Alors, numéro 1, l'équipe IT se lance et crée l'infrastructure nécessaire. Donc là, c'est en fait un peu la solution bas coût sur le papier, mais attention, ça va nécessiter du temps. Il faut monter le serveur, le maintenir et suivre les nouvelles réglementations pour être à jour. La méthode numéro 2, et qui est poussée évidemment dans l'outil Google Tag Manager, vu que ça appartient à Google, c'est d'utiliser Google Cloud. Je te la fais en résumé pour cette solution. Globalement, Google s'occupe de tout. Tu as juste à payer une mensualité pour que globalement, tous tes hits, donc tous les envois de données, transitent bien vers ton server-side. Okay. Solution numéro 3, vous utilisez Addingwell. C'est notre partenaire confiance sur le sujet. Même chose, une redevance mensuelle en fonction du nombre de données que tu envoies dans ta plateforme, avec un service technique à ton écoute, une veille efficace pour toutes les évolutions et le petit avantage par rapport à la solution 2 de Google, c'est en Europe, une solution française qui nous vient de Lille. Ok, d'accord. C'est même un super argument, quoi. Oui, ouais, clairement. Pour la plupart des entreprises, je pense que c'est même... C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, ouais. Donc qu'importe, tu as le choix de l'infrastructure. Après, il ne reste plus qu'à y envoyer de la donnée. Et comment je fais pour envoyer de la donnée, justement, de la donnée collectée sur mon site, dans mon serveur ? C'est une excellente question. Tout transite par GA4. Oui. Alors moi, j'aimerais rebondir justement sur GA4 parce que, bon, GA4, déjà, est-ce que c'est le bon véhicule pour faire transiter les données d'audience ? Et puis, globalement, GA4, je peux pas passer à côté de ce sujet-là. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi, on n'est pas beaucoup à aimer GA4. Par le passé, Google Analytics Universal était un bon outil qui s'est imposé d'ailleurs, comme tu l'as dit, dans tous les services marketing. Mais avec GA4, on a l'impression d'un outil qui est mal né, je le dis franchement, tu vois, qui n'est pas complet, qui est difficile à manipuler. On se disait ça va arriver, mais en fait il reste très compliqué encore aujourd'hui. Qu'en penses-tu et qu'en pensent aussi nos clients, les clients que tu côtoies
chaque jour. Est-ce que je suis le seul à m'énerver ? Oh non. Ouais, d'accord. Non, Vraiment mal né, du coup. Ouais. On est d'accord. L'outil GA4 tel qu'il est discuté par justement tout l'univers marketing est très loin d'être fini et vraiment mal né. En tout cas, il est sorti de bêta beaucoup trop tôt. D'accord. Mais je veux revenir sur une notion qui me paraît, enfin même sur deux notions qui me paraissent importantes. Là, c'est un peu mal fait, mais GA4, ça signifie deux choses. Vous avez GA4, c'est à la fois la plateforme Analytics, donc ce que tu viens de dire David, là où tu consultes tes données de trafic. Et la deuxième notion de GA4, c'est ce qu'on appelle le client GA4. Et là, c'est le véhicule qui transporte toutes les données de ton site vers ton serveur. Très bien. C'est la question que me posait Kevin de comment on fait pour envoyer de la donnée de mon site vers le serveur. Une excellente question. Tu Exactement. D'ailleurs, Enfin, je me rappelle. À couper le souffle. Ah bah oui. Donc par rapport à ta remarque, David, effectivement, on a la sensation que Google s'est un peu précipité pour sortir en fait cette nouvelle version de Google Analytics. La version 4, elle succède à Universal Analytics qu'on a exploité depuis une dizaine d'années. Donc autant te dire qu'en fait, tout le monde avait un peu pris ses réflexes. Ouais. Et donc du coup, tu as forcément la notion de cassure et il y a un moment où en fait, on doit apprendre à gérer un nouvel outil. Donc ça a été déjà compliqué par pas mal d'équipes, puisque au bout de 10 ans, tu as quand même tes réflexes. Et ça n'a pas été facilité du tout par l'ensemble des coquilles qu'on a pu y retrouver. Oui. Donc, si tu veux, tu fais déjà l'effort de t'entraîner sur une plateforme que tu ne connais pas. Si en plus, après, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas telle ou telle fonctionnalité à disposition, ça devient compliqué. Donc rassure-toi, tu n'es pas du tout le seul à partager ce constat-là. D'ailleurs, la communauté que je suis dans le cadre de mon boulot, c'est pareil, c'est le même constat. On attend encore des features qui tardent à arriver. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts pour devenir exploitable. Et en plus, ils avaient repensé la solution pour totalement la personnaliser, ce qui peut prendre du temps. Ok. Donc, mais je te rassure, hein, même moi, en l'exploitant vraiment tous les jours, je me tire quand même les cheveux. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as bien tiré là, quand même. Ouais. Ça, on n'attaque pas le physique. Non, mais j'ai le droit. Ouais. Donc là, franchement, il y a beaucoup de nos clients qui sont perdus par rapport à l'échantillonnage, l'affichage des données. Oui. Donc on attend beaucoup d'améliorations, mais comme tu le disais, ça tarde un peu à venir, quoi. C'est vrai que l'échantillonnage, je vais refermer la parenthèse, mais c'est aussi une vraie frustration d'ailleurs. Ouais, tout à fait. En fait, ils ont proposé un outil justement qui devait avoir plein de vertus. En fait, ils ont changé le mode de collecte en passant d'Universal à GA4, ce qui est une vraie ouverture, et ça je le répète, vers une analyse des parcours qui sera beaucoup plus prononcée que sur Universal Analytics. Oui. Sauf qu'on vient d'en parler, il y a pas mal de coquilles, du coup il y a beaucoup de frustration. Mais en soi, la migration du côté Google a été motivée à la fois pour la partie technologique, donc de faire évoluer sa plateforme et de faire en sorte que les annonceurs aient plus de données, et à la fois par le cadre du RGPD pour être moins la cible des CNIL différentes en Europe. Okay. Par rapport à l'échantillonnage, c'est vrai que depuis la sortie, on est quand même assez surpris de la manière dont Google échantillonne l'ensemble des rapports. En fait, il faut jouer avec les settings de manière quotidienne pour pouvoir essayer d'obtenir l'information, sachant que, mais ça je ne rentre pas dans le détail, Google Analytics ne sert en fait que de transition de data. Et idéalement, Google voudrait que tu utilises BigQuery pour recréer en fait, un peu ta plateforme que tu avais dans Universal Analytics avant. Okay. Donc, si tu veux éviter l'échantillonnage, il faudra que tu passes par BigQuery. Très bien. Est-ce que tu es rassuré par rapport à Bah oui, et j'ai bien fait de poser la question. Oui, tu as bien fait. Oui. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous refaire un topo sur la partie client GA4 ? Parce que, alors, je fais des efforts, hein, je te promets, je fais des efforts, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris encore. Ouais, tu fais bien de me relancer. Là, encore une fois, on a parlé de Google Analytics en tant que plateforme. La notion qui est importante dans Google Analytics et dans la notion de server-side, c'est la partie client GA4. Je vais essayer de vulgariser au maximum. Merci. Quand tu entends parler du client GA4, il faut que tu t'imagines un train dans lequel tu ranges toutes tes données dans les bons wagons et que tu envoies vers ton server-side. Okay.
Ce format générique développé par Google permet de retrouver une multitude de données de navigation en cours. Par exemple, sur quel navigateur est utilisé par ton internaute, quelle action, est-ce qu'il a vu une page, est-ce qu'il a cliqué sur un bouton, la langue, la région, enfin bref, tout un lot de données. Ces données, tu l'as compris, le client GA4, sa mission, c'est de les envoyer dans le server-side. Une fois qu'elles sont arrivées dans ton serveur, c'est là où elles peuvent être exploitées par les autres technologies. Si on reprend notre exemple tout à l'heure de Facebook, ils ont développé une API qui s'appelle Facebook Conversion API, que maintenant on appelle Facebook CAPI, et qui a même maintenant rechangé de nom et qui s'appelle Meta, puisque du coup, tu as Facebook et Instagram. Et donc du coup, pour que Meta obtienne l'information, elle va venir chercher ce client GA4, ce format de données, et renvoyer toutes les données vers sa technologie pour qu'elle puisse faire sa segmentation, optimiser en fait les campagnes des différents annonceurs sur Facebook My Business par exemple. Donc pour résumer, les API piochent les données dont elles ont besoin dans le format générique client GA4. Et pour qu'une collecte server-side soit optimisée, il faut donc avoir en amont de ta collecte la liste des différentes API que tu vas appeler du côté du serveur et surtout leurs besoins en termes de data. Et une fois que tu as ça, tu peux faire un plan de tagage personnalisé et tu les envoies au bon format, au bon moment, avec le bon niveau d'information pour que derrière, toutes tes API fonctionnent et que tu puisses, là dans le cas de Facebook par exemple, optimiser tes campagnes. Et du coup, tu prenais l'exemple de Facebook CAPI, ou de Meta. Ouais. Est-ce que Meta CAPI, est-ce que tu as un exemple un peu plus précis en reprenant Ouais, tu as raison. Là, ça mérite un exemple. Donc, la Facebook Conversion API, tu vois, typiquement, un de ses besoins, c'est sur la page de confirmation de commande. Donc là où tu as toutes les données de transaction, elle a besoin de l'email de l'utilisateur pour pouvoir, dans sa technologie, faire des buyer persona, des lookalike. Globalement, grâce à l'email, elle va réussir à déterminer que c'est toi, Kevin, qui a fait une commande, que tu appartiens à tel type de buyer persona. Donc, c'est des profils qui sont similaires aux tiens et on va pouvoir te retargeter dans des campagnes pour faire en sorte que tes profils similaires, puisque tu as acheté, reviennent sur le site. Pour qu'elle soit disponible dans notre serveur, on doit d'abord la pousser via le client GA4. Une fois qu'elle est disponible, et seulement une fois qu'elle est disponible, c'est l'API, donc l'API de Facebook, qui prend cet email et l'envoie dans la plateforme. Okay. Donc le client GA4 aide cet email à transiter vers votre serveur, mais ce n'est pas pour autant que l'adresse mail est disponible dans vos rapports GA4. Donc c'est important d'avoir cette distinction entre GA4 qui est une plateforme analytics et le client GA4 qui te permet en fait de transiter la donnée de ton site vers le server-side. Et à travers cet exemple de l'adresse email, on le comprend bien parce que dans une plateforme analytics, on ne peut pas stocker de données nominatives. Et pour autant, on l'a fait quand même transiter vers son serveur parce que d'autres technologies en ont besoin. Et Martin, je t'écoute attentivement depuis tout à l'heure et je me dis que ce chantier data de mise en conformité, RGPD, il concerne qui en réalité dans l'entreprise? Parce qu'il n'y a pas que le CMO, on est bien d'accord, il y a un prestataire externe. Plus je t'écoute, plus je me dis qu'il faut tout verrouiller. En fait, tu es presque à moitié avocat aussi. En fait, il y a toute une équipe qui est concernée par ce sujet-là. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est plus colossal que ce que c'était précédemment, puisqu'avant, en fait, on ne se souciait pas trop de qu'est-ce qu'on collecte. Donc, globalement, on voulait déployer une technologie sur notre site, on mettait le fameux pixel, et puis derrière, en fait, on constatait si ça monte ou ça descend, quoi, globalement. Mais sauf que là, avec le cadre du RGPD, il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'on collecte de la donnée utilisateur et que c'est important en fait, d'être transparent et surtout sécurisé. Donc déjà, en plus du CMO, tu es obligé de rajouter à la table ce qu'on appelle le DPO, donc c'est celui qui va être en fait délégué à la sécurisation des données. Donc rien que cette personne-là, tu la rajoutes pour toute la partie juridique.
Et en fait, ça ouvre un débat. Il y a la personne responsable juridiquement qui va dire, qui est généralement un profil, on va se le dire, un peu plus frileux à la collecte de data. Bien et sûr. en même temps, tu as la direction marketing qui te dit, en fait, moi j'ai besoin de data pour que ça continue à tourner. Et tu pourrais rajouter dans cette équipe qui prend les décisions l'IT pour savoir est-ce que Bien ça a sûr. un impact sur le site, généralement souvent consulté. Et puis après, tous ceux qui sont responsables de l'acquisition, si tu mets en place en fait des campagnes payantes et qu'on a besoin de déployer la technologie, encore une fois, ces gens-là vont se manifester en disant moi, l'algorithme, il marche que si je lui envoie de la donnée. Donc, à un moment, il faut qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on ne soit pas trop frileux non plus aussi sur cette notion-là. Donc, globalement, c'est un arbitrage à faire avec plusieurs acteurs et tu fais bien de montrer qu'en fait, c'est maintenant plus complexe que juste le CMO qui décide. Et encore une fois, c'est un équilibre de crête à trouver en respectant, à mon sens, vraiment la vie privée des utilisateurs et leur consentement, qui est, vous l'avez compris, central, et en même temps, ce besoin de data dans l'écosystème dans lequel on est, on ne peut pas s'en priver. Bien sûr. Et Martin, si je suis CMO, que je t'écoute, quelle date je dois avoir en tête pour me mettre en conformité ? Alors, je ne parlerai pas de conformité, je dirais que en fait, tu vas en avoir besoin. En fait, quoi qu'il en soit. Ouais, voilà, c'est pas quelqu'un qui t'impose en fait de le faire, mais globalement, tu peux, pour moi, tu peux pas y échapper. Donc, si on reprend, Google a annoncé la suppression des cookies tiers en T4 2024. Donc, mon avis personnel, mais encore une fois, on manque de date là-dessus, c'est que on va commencer à voir les changements courant septembre 2024. Donc, on sait déjà que les navigateurs ont déjà fait cette migration-là et qu'il n'y a plus de cookies tiers. Donc, en fait, moi, j'ai envie de te dire, au plus tôt, le mieux. Puisque de toute façon, si tu le mets en place demain, tu récupères déjà toutes les données perdues avec les navigateurs et les adblockers. Et en plus, tu peux faire suffisamment de tests pour que le jour où Chrome dit adieu les cookies tiers, tu sois déjà setupé. Donc en gros, il ne faut pas attendre T4. C'est ça. Donc, le plus tôt. Avant l'été, on met ça sur les rails comme ça. Quand on revient, on n'a pas la douche froide. Déjà, la rentrée, c'est pas marrant après les vacances. Mais là, crac, Google qui te dit c'est terminé, vaut mieux être prêt avant. Quoi. Ouais. Puis il faut éviter de faire ça pendant les grands temps forts. Donc en fait, pendant les congés, pour la majorité de mes annonceurs pour qui je travaille, c'est une période un peu creuse. Donc c'est le bon moment. Septembre, généralement, ça pousse un peu plus. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais des conseils ou une petite recette pour réussir sa migration vers le server-side ? Ouais, du coup, on va parler recettes, quelques ingrédients pour moi, pour que ça se passe bien, une migration server-side. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est faut choisir une manière d'implémenter en fait la technologie server-side. Encore une fois, là pour le coup, mon conseil, c'est rapprochez-vous de votre équipe IT, savoir si c'est possible de le faire en interne, sinon évaluer les solutions. Et là, je repousse notre petit partenaire Addingwell. Globalement, ils font bien le travail. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment top. Ensuite, je l'ai dit aussi, il faut lister l'ensemble des API qu'on va utiliser. Là, avant de se lancer dans la technologie server-side, il faut savoir ce qu'on va en faire. Donc, encore une fois, on reparle des API et des technologies. On a cité MetaCapi, Facebook, on peut nommer Google Ads, on peut nommer Pinterest, LinkedIn. Toutes ces technologies fonctionnent déjà sous format API. Donc ça, il faut les lister. Et ensuite, une fois que vous les avez listés, il faut éplucher la documentation pour savoir quelles sont les données qui sont attendues. L'idée, c'est que, encore une fois, si vous intégrez ces technologies sur votre site, c'est pour faire fonctionner de l'acquisition, pour mettre en place des budgets. Donc, vous avez tout intérêt à optimiser la configuration pour avoir les données les plus propres et pour faire en sorte que, globalement, ça soit un budget maîtrisé et une qualité de conversion améliorée. Donc, listez l'ensemble des données dont vous avez besoin. Vous synthétisez, donc ça c'est le point 4, vous synthétisez l'ensemble de ces besoins dans un plan de tagage personnalisé. Encore une fois, là c'est repasser en fonction des API, mais aussi de vos besoins. C'est-à-dire, David le rappelait tout à l'heure, avant on avait Universal Analytics pour piloter, maintenant on a GA4 pour piloter. Faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans GA4 pour piloter mon activité de demain et pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation.
Ensuite, là, on se tourne vers l'IT. Vous dites déployer le plan de tagage qu'on a configuré et envoyer toute cette donnée via le fameux client GA4 vers votre serveur. Ensuite, vous branchez les API et vous contrôlez que globalement, ça se passe bien en termes de remontée de data dans vos différentes plateformes et vous pouvez étudier l'impact que ça a sur vos performances. Une bonne recette, merci. Voilà. Et pas de piment d'Espelette. Je suis surpris, toi qui viens de Biarritz. Ouais, non, j'en ai pas mis, mais à la limite, vous pouvez en mettre. Et Martin, combien de temps prend une migration vers server-side si on respecte toutes ces 8 étapes? J'ai bien compté. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est difficile à dire. En fait, comme tu l'as compris, ça va dépendre clairement du nombre d'API que tu vas tirer derrière en server-side. Oui, d'accord. Donc, ça dépend de la liste que en fait, tu vas avoir comme liste de courses. Je dirais, on va prendre les 2 cas de figure les plus extrêmes. Si votre plan de tagage est OK et qu'en fait, il répond déjà en fait, à toutes les exigences des API, là, on peut déployer la technologie server-side en quelques jours. Okay. Par contre, s'il faut repartir d'une page blanche, que tu n'as pas de plan de tagage, là, je pense qu'il faut, en étant raisonnable, compter 2-3 mois parce que tu as des allers-retours à faire avec l'IT pour bien consolider la donnée, pour qu'elle soit envoyée au bon moment, etc., etc. Donc maintenant pour l'été, quoi, en gros. Ouais, exactement. Okay. Et ça coûte combien de faire appel à un expert comme toi ou ton équipe WAM d'ailleurs, data, parce qu'il y a Addingwell aussi, en fait, des éléments. Addingwell, la solution, comme je le rappelais, et c'est la même chose si vous choisissez la technologie Google Cloud. Là, c'est facile à calculer, ça dépend du nombre de hits. Donc, globalement, tu vas dans ton historique GA4, il y a un endroit où tu peux trouver le nombre d'événements que tu as envoyés sur 12 mois, et sur Addingwell comme Google Cloud, en fait, tu as une grille tarifaire qui s'affiche et tu sais combien tu vas payer. Ça te met en place la structure. Maintenant, il faut faire en sorte que la donnée soit bien envoyée au bon moment et que derrière, tu tires les fameuses API pour avoir la bonne information. Ça, nous, on s'en occupe de notre côté. Et je dirais qu'en fonction des spécificités du site ou des technologies, encore une fois, déployées, on est entre 3 à 5 jours d'intervention de notre côté. Mais encore une fois, là, il s'agit qu'une d'une fourchette. Donc, si vous voulez chiffrer, appelez-nous et globalement, on verra ce qu'on peut faire, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer si on parle vulgairement, basiquement, de ROI, de retour sur investissement? C'est important quand même. Alors il y a tout l'aspect de se mettre en conformité, de bien gérer les choses, mais c'est le patron qui paye. Et au-delà de ça, Non, mais tu as raison, c'est ultra central. Et même au tout début, la mise en place du server-side, elle a été poussée par les régies comme Facebook, globalement pour collecter mieux de données et pour maintenir le niveau de performance qu'il y avait avant. Donc, si tu veux, la notion de ROI, elle est au cœur du projet de server-side. Moi, j'ai eu la chance d'animer un webinaire avec Romain, le fondateur d'Addingwell, sur les bénéfices du server-side. Et dans la dernière partie, lui, nous a partagé 3 use cases assez parlants, je trouve. Et tu imagines bien que je vais te demander de les partager avec nous, ces use cases. Je ne vais pas partir comme ça, je te les partage d'ici. C'est gentil. Donc le premier, en fait, ils se sont penchés sur Yves Rocher. Sur une campagne identique, donc encore une fois sur Facebook, à partir du moment où ils ont mis en place Facebook KPI, encore une fois sur l'analyse d'une même période de temps, ils ont pris un échantillon qu'on pouvait comparer, donc même période de temps à une période identique, il y a eu 26% de coûts en moins pour l'acquisition des prospects. 13% de coûts en moins pour l'acquisition d'un client et une réduction globale de la campagne de 8%. Okay. Donc là, globalement, on peut estimer que tu as un bon retour ROI, quoi. Comment ? En fait, c'est juste la donnée est devenue tellement rare ces dernières années qu'elle est mieux valorisée. Donc, plus vous nourrissez les algorithmes, et on l'a vu avec la technologie server-side, en fait, on peut contrecarrer les cookies tiers, enfin leur suppression, les ad blockers. Donc, ça réinjecte beaucoup de données en fait dans ces algorithmes et ça facilite du coup le ciblage et donc du coup la performance de ces campagnes. Je vous en avais promis 3. Oui, on en est à 1. Je crois que tu as bien compté. On a le deuxième. Deuxième, là, c'est plus sur l'analytics. Romain nous expose également un regain de données dans les plateformes analytics. Plus 15% sur desktop et plus 3% sur mobile.
Et tout ça, c'est lié en fait, au comportement des adblockers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les adblockers peuvent en fait bloquer la collecte. Pourquoi 15% sur desktop et 3% sur mobile ? Là, c'est juste lié à l'équipement initial. En fait, on se rend compte qu'on utilise beaucoup plus d'adblockers sur une navigation desktop, donc sur ordinateur, que sur mobile. Et c'est pour ça qu'il y a un tel distinguo entre les regains de performance des deux appareils. Et si je ne m'abuse, il reste un troisième exemple. Mais c'est d'après mes doigts. C'est magnifique. Il reste un troisième. Tu suis parfaitement. Le dernier, du coup, c'est Accor Hotel. Donc, encore une fois, en termes de trafic, là, on est sur un gros site. Et là, on parle de temps de chargement. Ils ont fait une simulation sur les fiches hôtels, donc là où vous pouvez en fait booker directement l'hôtel de votre choix pour votre séjour, qui a diminué de 22%. Donc 22%, c'est énorme. Oui, et c'est comment énorme. on peut l'expliquer ? C'est un des avantages que je citais du server-side, c'est que en fait, on envoie la donnée vers notre serveur et l'utilisateur peut continuer sa navigation. L'envoi de données qui avant était fait par un script déposé sur le navigateur et qui devait se déclencher pour envoyer de la donnée vers vos plateformes, maintenant c'est géré de manière complètement parallèle. Donc du coup, il n'y a plus ce temps de chargement. Et là, en fait, on le voit sur les fiches hôtels. Globalement, on peut dire que c'est 22% plus rapide que ce qui était fait quand en fait, tu avais tous les scripts sur la page qui devaient se déclencher, quoi. Pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Chargement plus rapide, plus de conversion. Ouais, exactement. Ouais, parfait. Pour Super. conclure, David, peut-être Bah oui, allez, je me lance dans une petite Martin a bien parlé. Oui, c'est vrai, dans une Peut-être petite trop. synthèse. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent auront compris que le server-side est un sujet inévitable en 2024 et les années à venir. Et d'ailleurs, si j'ai bien saisi, avant l'été, c'est mieux avant de partir en vacances de se préparer. Tout à fait. En tout cas, tu as été très pédago pour un sujet très technique, c'était très clair. Il vous assure une collecte, ce server-side, qui est optimisée, récupérer la donnée perdue tout en respectant la RGPD, sécurisé, vous contrôlez les envois et reprenez le contrôle, centralisé, un impact positif sur la vitesse de chargement de votre site, de vos pages, donc une UX optimisée, comme tu nous l'as dit là tout de suite avec Accor. Il y a d'ailleurs fort à parier que de plus en plus de technologies API server-side apparaissent a priori dans le futur. Ouais, clairement. Je pense qu'on n'est qu'au début. On l'a vu. En fait, on est en train de faire un virage dans la collecte de data. Le server-side, vous l'avez, j'espère qu'on l'a suffisamment vulgarisé pour faire comprendre que globalement, Très clair. si on veut de la donnée, il faudra passer par là. Et il y a de fortes chances que toutes les autres technologies passent par cette fameuse API server-side pour maximiser la performance de leur outil. Okay. Eh bien, on arrive à la fin de ce Webcast. Merci, Martin, pour toutes tes explications. J'ai presque tout compris, donc c'est que vraiment, c'est que c'était très clair. Donc, tu reviens quand tu veux, sache-le. Tu es ici chez toi. Merci également, David. Un nouveau host aujourd'hui. Ça fait 2 émissions de suite. Oui, c'est vrai. Tu m'aides à poser les questions. C'est un nouveau rôle. Tout à fait. Toi aussi, tu reviens quand tu veux, même si je sais que tu vas revenir d'ici très peu de temps. Oui, il y a d'autres sujets qui vont arriver. Te connaissant. Non, mais je me suis fait tout petit aujourd'hui. Et merci à vous, surtout de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez vous aussi appris plein de choses. Surtout, vous pouvez retrouver ce Webcast et tous les autres sur notre site agence-wam.fr, rubrique Webcast bien évidemment. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça prend quelques petites secondes et ça nous fait très plaisir. On peut le dire. Ça nous fait plaisir. Et enfin, vous pouvez retrouver alors non seulement les épisodes, mais plus généralement l'agence WAM sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter @WAMREF, mais aussi sur Instagram agence_WAM. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Wamcast. À bientôt.